Salut les triathlètes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, c'est une interview de pro qui nous attend puisqu'on a eu le plaisir de recevoir Valentin Morlec. Valentin, il a 25 ans et c'est un pur produit de la formation du triathlon français. Il vise les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Il va nous raconter tout ça, son parcours, ses ambitions, lui qui pointe aujourd'hui à la 37e place du ranking mondial de World Triathlon. Alors comment est-ce qu'on jongle entre sa passion et la vie exigeante d'athlète professionnel? Comment est-ce qu'on se donne les moyens d'aller chercher ses rêves olympiques dans un contexte où il y a beaucoup de concurrence sur le court distance français? Et comment il reste motivé au quotidien pour se tourner vers ses objectifs? Et juste avant de démarrer cet épisode, un message un peu spécial. On vient de fêter les 8 ans d'existence d'OpenTree. Je suis hyper heureux que vous soyez toujours plus nombreux à nous rejoindre. Et pour cette occasion, on a un petit cadeau pour vous. 5 semaines d'entraînement gratuites sur notre appli. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur opentree.fr et de renseigner le code DEVENIRTRI, DEVENIRTRI, sur opentree.fr et vous aurez 5 semaines d'entraînement offertes grâce au podcast. Le lien est dans la description et je vous souhaite à la fois un bon entraînement et une bonne écoute de notre épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va avoir la chance de faire un portrait d'un triathlète professionnel qui vient de boucler les championnats d'Europe. Oui, on enregistre assez tôt après cet événement. Je suis très heureux de tendre le micro à Valentin Morlec. Salut Valentin. Salut Devenir triathlète. Écoute, merci de me recevoir. Je suis très content de participer à ton podcast. Et puis voilà, j'espère que je vais essayer d'être assez clair dans mes réponses. Ouais, t'inquiète. Et puis au pire, je te guiderai ou je te Ouais, mettrai une petite ping, une petite tape à droite, à gauche. Il faut rester dans la ligne, chacun sur ses lignes, sur son prolongateur et puis exactement. regarder droit devant. Ça va? Ouais, exactement. N'hésite pas. Bon, écoute, la première question que je pose à tous mes invités, elle est très simple, c'est toujours la même. Normalement, c'est toi qui es le plus à même d'y répondre. Je te propose de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Valentin Morlec? Écoute, Valentin Morlec, il a 25 ans, il habite à Saint-Raphaël actuellement. Donc moi, je suis né à Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'y ai grandi une vingtaine d'années, donc dans un village à côté de Clermont-Ferrand, dans la campagne. Ensuite, j'ai fait 2 années d'études dans la ville de Clermont-Ferrand et j'ai décidé à l'âge de 20 ans de déménager dans le sud de la France pour rejoindre le pôle espoir de Boulouris de triathlon. Donc j'y ai ensuite, j'y suis resté 4 ans pour me former. Et puis depuis voilà, cette année, moi j'évolue un peu avec mon projet perso, avec mon entraîneur Anel Aubry. Et donc on évolue tous les deux depuis cette année et puis tout se passe super bien. Voilà, je suis aidé par la Fondation Respect aussi, qui est, on va dire, un sponsor, plus qu'un sponsor, c'est vraiment, on va dire, une entité qui me permet maintenant de structurer mon projet sportif, qui me permet de m'aider à me développer, qui me prend énormément en charge certaines dépenses, notamment des Lindo, un accompagnement perso, humain aussi, avec le manager Simon, avec le fondateur Vincent. Et je suis aussi maintenant soutenu par le dispositif de la police nationale qui me permet voilà, de vivre maintenant pleinement du triathlon, de faire du triathlon à temps plein. Donc, tu es policier, dégagé Alors, pour l'instant de tes obligations ou tu es alors je juste. suis policier réserviste, policier Ok. sur le réserviste. J'ai fait une formation de 4 semaines avec les policiers dans le monde de la police. Ce dispositif me permet maintenant de vivre de mon sport. Et puis, voilà, on ne va pas se le cacher, ça permet aussi de connaître les possibilités de reconversion, les métiers voilà, qui pourraient m'intéresser pour la suite. Donc, j'ai l'esprit maintenant libéré pour pratiquer le triathlon, on va dire. Tiens, si ça ne te dérange pas, on va rester 2 minutes là-dessus. Ça veut dire quoi, être policier réserviste? Ça veut dire que pour l'instant, tu es dégagé de tes obligations, donc Alors, tu pratiques ton sport, mais tu es payé comme un policier, entre guillemets, normal. ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, je suis payé comme un policier normal, mais je leur dois en fait 25 jours dans l'année. Et ces 25 jours sont dédiés à des actions de communication, notamment donc, des salons. Tu vois, moi, mes actions, l'année dernière, à la fan zone du Tour de France, où j'étais avec donc, des vrais policiers qui faisaient la promotion des métiers de la police. Et donc, moi, avec une autre athlète du dispositif, on était là pour promouvoir le sport de haut niveau et, et promouvoir ce dispositif, en fait. Donc c'est vraiment très intéressant aussi pour nous de leur rendre l'appareil en fait
à cette, voilà, de rendre l'appareil à ce dispositif et voilà, montrer que la police est engagée dans le sport aussi. Voilà, je pense que les Jeux Olympiques ont montré des bonnes valeurs du sport. Et voilà, moi, j'ai découvert un milieu de la police extraordinaire. Et la police et le sport, les sportifs partagent énormément de choses et j'étais content de montrer que je faisais partie de ce dispositif. Ouais. Et au-delà des 25 jours que tu leur dois Ouais. par an, est-ce que tu as aussi des obligations à la fin de ta carrière sportive? Est-ce que tu devras signer avec la police? Est-ce que tu devras rester avec eux pendant un certain temps? Non, non, justement, en fait, c'est vraiment des contrats de 2 ans renouvelables et on est obligé de rien, mais par contre, nous, en interne, enfin, nous, en tant que sportifs, c'est vrai qu'on se pose des questions. Après, moi, par exemple, je ne connaissais rien au milieu de la police. Je connaissais vraiment rien au milieu de la police et j'ai découvert un milieu, franchement, ça m'a bluffé, quoi. J'avais énormément de préjugés sur ce milieu. Je pensais qu'il y avait que deux trois missions, deux trois métiers et en fait, il y a un univers tellement vaste que chacun pourrait y trouver sa voie, sa vocation. Et même moi, je me suis posé des questions quand j'étais sur ma formation. Purée, ça pourrait m'intéresser après. Parce que honnêtement, moi, je sais pas forcément ce que je veux faire après le triathlon. J'ai des choses que j'aime bien, j'aime l'entraînement, etc. J'ai découvert des métiers de la police qui pourraient un petit peu m'intéresser aussi. Donc, ça permet voilà, de redistribuer des cartes dans son intérieur et de se dire voilà, ouais, c'est vrai que la police, c'était intéressant. Ils m'ont aidé sur une partie importante de ma carrière. C'est à moi maintenant de rendre l'appareil et, euh, et de devenir policier en fait à mon tour, quoi. Bon, je pense qu'on va bien s'entendre parce que j'entends dans tes propos certaines valeurs qui sont communes. Ouais, Tiens, j'en profite, tu parles de la police et des policiers réservistes. On fait un petit coucou à Margot ouais, Rifkis qui, elle, fait pas du triathlon mais qui fait de l'escrime. ouais, exactement. Et puis un ancien policier aussi, Yannick Matéjisek. Et puis tellement d'autres qu'on a déjà reçus dans le podcast. D'ailleurs, en parlant d'avoir reçu des gens sur le podcast, je te mets quand même une petite claque derrière la tête parce que tu m'as dit en off que tu n'avais pas encore écouté le podcast. Pourtant, Anaël, Ouais, coach, est il m'a passé. Donc il dit, va falloir que il tu m'a ailles dit, écouter ça. Dès il qu'on me l'a raccroche, dit. tu y vas. Exactement, ouais, il me l'avait dit, il me l'avait dit. Donc, je vais lui demander une petite sortie un peu longue pour pouvoir avoir de l'écoute, quoi. Ouais, 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 écoute, ça a duré 1 heure et demie, donc ça va, il faut pas Ah si bah long que ça. un footing suffira alors. C'est ça, exactement. Bah, c'est Euh, Canel, il parle beaucoup, donc parfois. Super. Tu es à Boulouris, donc au pôle espoir triathlon. Alors, j'y suis Tu y sorti. étais, pardon. Voilà, j'ai été formé sur 4 ans et maintenant j'y suis sorti, ouais. Euh, Ça veut dire quoi y être formé pendant 4 ans? Déjà, est-ce que tu pourrais y rester pendant 20 ans, tout le temps de ta carrière ou même au-delà? Est-ce que tu as des obligations? Est-ce que c'était un... Alors oui, c'était un choix, mais est-ce que on t'a aidé, on t'a poussé à y aller? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, tout le contexte? Ouais. Alors, le contexte, on repart du coup de Valentin, 20 ans, à Clermont-Ferrand. Je m'entraînais à l'époque avec mon papa, puis avec un ami qui m'a dépanné sur la dernière année où j'étais sur Clermont-Ferrand, un ami triathlète. J'étais un petit peu isolé, un peu tout seul. Je m'entraînais un petit peu avec le club de natation de Clermont. J'étais un petit peu avec le club d'athlètes, Clermont Athlètes. Et je voyais que je n'arrivais pas forcément à avoir un entraînement purement triathlète, quoi. J'étais à la fois nageur, à la fois coureur. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc du coup, je n'avais pas forcément des résultats qui me satisfaisaient. Et ensuite, Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. il y avait sur un plan national déjà, j'étais en junior aux avant-postes, j'étais vice-champion de France junior, mais je voyais qu'en fait une course sur deux, je la foirais parce que j'étais pas forcément le niveau de forme n'était pas forcément optimal à chaque fois. C'est-à-dire que c'était les curseurs natation, vélo, course à pied, j'arrivais pas forcément à les joindre parce que j'étais avec différents groupes qui s'entraînaient ben, chacun de leur côté et je n'avais pas vraiment un entraînement de triathlète en fait. J'étais vraiment un coureur, un nageur, et à côté, je faisais du vélo. Et j'avais du mal à joindre les deux. Parfois ça marchait pas du tout. Donc, mon niveau de forme était très variable. Et j'avais des garçons de ma génération qui étaient au pôle, qui marchaient très très bien, je voyais leur progrès. J'avais des retours sur leur entraînement. Je faisais déjà des stages de détection de jeunes où je partageais du temps avec eux. Je voyais comment ils s'entraînaient. Leur entraînement me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, tiens, Valentin, tu as 20 ans. Tu es encore jeune, mais le temps passe vite. Donc, j'ai appelé l'entraîneur national
espoir qui était à l'époque Romain Lieu. J'ai appelé l'entraîneur qui était Michael Ayassami, qui a d'ailleurs été mon entraîneur pendant 4 ans, Paul, et je leur ai dit, voilà, moi je veux maintenant, si vous le souhaitez, je voudrais m'entraîner au pôle de Blue Rise. Donc j'ai été accepté à l'été, j'ai fait mes affaires de Clermont-Ferrand et j'ai déménagé complètement à Boulouris à cet âge-là. Donc les années se sont passées. Quand je dis formation, parce qu'en fait, en étant espoir, on est un peu jeune, mais il nous reste encore énormément de choses à développer et à apprendre. Notamment, moi, toutes mes années espoir que j'ai passées là-bas, ça m'a permis de prendre de la caisse. J'ai eu réellement une augmentation progressive de ma charge d'entraînement. J'ai eu voilà, des apprentissages tactiques, des apprentissages de techniques en natation. Enfin, j'ai vraiment mais au sein on va dire d'une planification de triathlète avec tout autour. C'est-à-dire qu'au pôle, j'avais le médecin, le kiné, j'avais la possibilité de faire des études en parallèle aménagées. Tout était optimisé pour que voilà, je puisse grandir en tant que triathlète, mais aussi avoir tout l'à côté, en fait. Est-ce que tu avais toujours rêvé d'être un sportif de haut niveau ou est-ce que ça t'est entre guillemets un peu tombé dessus quand à 20 ans tu te rends compte que tu n'es pas si mauvais dans les 3 sports mais que tu manques de liant pour devenir un bon triathlète et performer, que tu te dis il y a peut-être quelque chose que j'imagine autour de toi, tes proches, tes entraîneurs, tes copains, tes copains de club te disent putain Valentin il y a un truc à faire mais peut-être Ouais. autrement. Enfin, est-ce que tu as toujours rêvé d'intégrer le pôle et d'être Valentin Morlec au pôle de Boulouris ou est-ce que au contraire, tu t'as pris ça comme ça venait? Alors à vrai dire, j'aurais dû commencer par ça quand je me suis présenté. Moi, je suis issu d'une famille en fait qui a fait du triathlon. Mes parents se sont rencontrés sur un triathlon, donc j'ai tout de suite baigné dans le monde du triathlon. Tout petit déjà, j'ai jamais fait de foot, j'ai jamais fait de autre chose que du triathlon. J'ai appris à nager pour faire du triathlon. C'est bien ça, tu sais, foot, le mot foot, il est interdit dans ce podcast-là, donc Ah ça me va bien. Eh ben, tant mieux parce que j'en ai jamais fait. Du coup, j'ai toujours baigné dans ce monde du triathlon et j'ai pas vraiment, quand j'étais petit, voilà, je me suis jamais dit que je serais professionnel, mais j'ai toujours, on va dire, voulu m'améliorer, être bon en triathlon. Quand j'étais jeune, minime, j'étais pas le plus grand, donc j'avais pas forcément des bons résultats. Donc, mais je me suis toujours accroché parce que mon père, voilà, était entraîneur du club, parce que, etc. Comme je t'ai dit, je baignais dedans, donc j'ai jamais eu le décrochage que certains autres jeunes auraient pu avoir en ayant mes résultats. Donc, j'ai toujours suivi le fil rouge. Puis, j'avais un papa aussi qui m'aidait beaucoup en me disant, tu verras, Valentin, sois patient, tu vas grandir, tu vas prendre de la maturité, etc. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est produit. J'ai commencé à avoir ma croissance en cadet, j'ai commencé à me rapprocher, voilà. Au début, je n'arrivais pas à me qualifier, ensuite je me qualifiais, ensuite je faisais top 20, ensuite je faisais top 10. Et en fait, progressivement, tu grappilles des places comme ça, et donc progressivement, ton projet, il commence à se mettre en forme. Et c'est à partir de junior, voilà, cette période-là, 18-20 ans, où tu commences à faire des stages, tu es invité sur les stages de détection équipe espoir, tu rencontres les jeunes, les autres de ton âge, les meilleurs de ton âge. Et tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même belle vie quoi, d'être sportif de haut niveau. Tu commences à faire des voyages en Europe, puis après ailleurs de l'Europe, en Asie, en Australie. Tu vois, moi, dès 18 ans, 19 ans, on a fait un championnat du monde en Australie. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, c'est ça que je veux faire, quoi. En plus, tu côtoies les grands champions. À l'époque, c'était Vincent chez les élites, Dorian, Léo, Pierre, c'était déjà là et c'était déjà très costaud. Donc, en fait, il te Donc faisait Vincent déjà Louis, Dorian Coninx, Pierre, Pierre Lecor, enfin. le corps et Léo Bergère. Et tu voyais déjà, tu avais déjà plein d'étoiles dans les yeux quand tu voyais leurs courses et tu te dis, voilà, j'aimerais bien faire comme eux, quoi. Donc, c'est ce qui m'a permis après de prendre les choix de faire les choix que j'ai fait. Et Là, je fais un petit arrêt sur image. Décidément, je te coupe beaucoup, mais, mais t'inquiète. aucun problème. Je produis un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, justement où j'ai reçu Margot Rifkis, une de tes, Ouais, compatriotes ouais, de mes à la collègues. police nationale. Et c'est vrai que le but de ce podcast, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Et j'aime bien souvent rappeler, parce que tu l'as dit, je te taquine un peu, mais tu l'as dit, ouais, c'est la belle vie sportif de haut niveau. Oui, c'est la belle vie parce que tu voyages, parce que tu exerces la passion, ta passion, ce que tu veux faire, ce que tu aimes, mais ça reste
un travail et ça reste, j'imagine, pas forcément une vie super facile. Tu l'as dit en intro, tu as la chance d'être soutenu par Respect, tu as la chance d'être soutenu par la police nationale. par la Ça te police. permet de vivre, ça te permet de financer ta carrière, ça te permet de progresser, de performer. Mais malgré tout ça, il y en a qui sont comme toi, qui se posent aussi la question tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de comment je vais manger, comment je vais Exact. continuer. Surtout que je sens qu'il y a quelque chose à faire, mais j'arrive pas à accrocher le podium, le top 2, premier de ma catégorie, premier des championnats du monde. Donc oui, c'est une belle vie, mais ça demande aussi beaucoup d'implication, de résilience et autres. Qu'est-ce que tu en penses de ça justement? Eh ben, je pense que tu fais bien de refaire un rappel dessus. Moi, j'ai aussi la chance d'être accompagné par une fédération, je pense, qui est très saine. Comme je t'ai dit, dès le plus jeune âge, on a été accompagné, on a été formé. Je pense que on a été accompagné aussi financièrement. On n'a pas eu de salaire, mais je veux dire, on a eu des aides personnalisées qui nous ont permis de voyager, de s'inscrire sur les courses, etc. Après, je dis pas que j'ai toujours baigné, j'ai toujours été à l'aise financièrement. Je veux dire, jusqu'à 20, 21 ans, c'est toujours mes parents qui m'ont aidé financièrement, hein. Les primes de course, elles sont pas énormes. Faut déjà les gagner sur les courses. Euh, euh, Avant la police nationale, en fait, j'avais pas de salaire fixe. Donc, en fait, heureusement qu'il y avait mes parents, heureusement qu'il y avait la fédération. Euh, j'ai fait 2 années au pôle, au pôle en étant interne au pôle, donc en internat. On avait des, euh, des réductions si je peux dire, des réductions sur le logement. Donc, en fait, on a toujours été aidé, j'ai toujours été accompagné. Et c'est vrai que je comprends qu'il y ait certains sportifs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être accompagné par une très bonne fédération, par des parents qui ont toujours été derrière moi, et maintenant par des institutions qui me soutiennent, quoi. Bon, écoute, on croise les doigts et puis on ira chercher quelques contacts pour les autres copains qui ont un petit peu plus de Oh, mal. oh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, tu nous as expliqué que pour intégrer le pôle de Boulouris, finalement, tu as décroché ton téléphone, tu as contacté les personnes Ouais. qui étaient décisionnaires et puis tu as passé certainement des tests et tu as intégré le pôle 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Pourquoi tu es sorti? Alors pourquoi je suis sorti? On va pas se le cacher parce qu'au bout de 4 ans, on sent qu'il y a un changement de cycle. Euh, Tout à l'heure, j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé si on pouvait y rester longtemps, si on avait des droits et des devoirs. Alors, quand tu rentres dans le pôle, tu rentres dans, on va dire, un projet de performance de la fédération. Et tu as des devoirs de résultat, c'est obligé. Parce que quand tu es au pôle, tu prends une place et il y a pas place infinie. Je veux dire, quand il y a 3 créneaux de natation avec 3 lignes, il faut les remplir, mais tu ne peux pas être 50 000 dedans. Donc, tu prends une place, tu dois minimum avoir quelques résultats. Ensuite, à, à 25 ans, je me suis retrouvé avec d'autres sportifs, d'autres pôles, comme les handballeurs, comme les volleyeuses, etc., qui étaient très jeunes. Et ça faisait quand même un certain fossé entre deux générations où je me sentais plus à ma place au pôle, où je voyais qu'en fait, je mangeais à côté de personnes qui avaient 10 ans de moins que moi. Je sentais que c'était plus ma place. Et au sein même du pôle triathlon, il y avait un changement de cycle où tous ceux avec qui j'avais évolué étaient soit partis, soit avaient changé de projet, etc. Donc, j'étais plus du tout dans ce que j'avais connu et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire mon propre projet à 25 ans et partir, quoi. Et comment on switch justement de 4 ans où tu es super encadré, tu l'as dit, hein, au pôle, tu as le médecin, le kiné, les Ouais, entraîneurs, les structures, tout ce qu'il faut, à bon, wouhou, je vole de mes propres ouais, ailes. ouais. Bah, c'est pas facile, on va pas se le cacher, c'est pas facile. Après, à 25 ans, si on n'est pas capable de s'autogérer, de structurer son projet, je pense que c'est pas une super chose. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que j'avais pris cette décision. Je trouvais qu'on était très bien accompagné, mais qu'à 25 ans, ça m'aidait pas d'être aussi bien accompagné. Parce que voilà, moi, quand je suis parti, c'est ce que je leur expliquais. Euh, Il y a un entraîneur qui me fait mon programme, qui me prend des soins. Donc en fait, moi, j'avais juste une vie de je me lève, je vais m'entraîner, et j'avais aucun, on va dire, aucune vision personnelle de ce que je voulais faire à l'entraînement. C'est-à-dire que j'allais à l'entraînement, je faisais ce qu'il y avait à faire, je rentrais, je mangeais, je dormais, et ça, et bis repetita. Et le fait de partir de ces structures, ça m'a permis OK, maintenant, tu te poses, avec qui tu veux t'entraîner?
vers quelle vision d'entraînement tu veux aller, avec qui tu veux t'entourer, toi, avec quel kiné, avec quel médecin, etc. Et ça m'a permis vraiment de personnaliser mon propre projet, de sentir que j'avais vraiment la main totale sur ce que je faisais, ce que je mettais en place, quoi. C'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, c'est vraiment gratifiant, quoi. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. Quel est le niveau de difficulté pour faire ça? Parce que encore une fois, tu as toujours été encadré ces X dernières années, notamment les 4 dernières au pôle. Comment est-ce qu'on constitue une équipe? Comment est-ce qu'on se lance? Alors l'idée, tu vois, c'est aussi, de partager avec les plus jeunes Ouais, qui se poseraient la question, éventuellement qui seraient pas forcément pris, dans un centre, dans un pôle espoir, mais qui sentiraient qu'il y a quelque chose à faire, qui pourraient avoir le soutien des proches, de la famille, des amis et autres, d'une fondation, qui pourrait éventuellement les accompagner financièrement. Enfin, comment est-ce qu'on le prend par quel bout pour constituer une équipe, pour être sûr qu'on est au contact avec peut-être pas forcément les meilleurs, mais ceux dont on sent qu'ils nous prennent bien en charge. Comment on est certain que bah, si tu vas voir un kiné une fois par semaine, en fait, il t'en faudrait pas 2 ou 3 séances et que ça va rentrer dans le budget, dans la planification, etc. ouais, alors tu parlais d'une équipe. Moi, je pense que déjà, il faut être accompagné d'un entraîneur en qui tu as confiance, qui a un minimum de dialogue, qui est capable de t'expliquer certaines choses, pourquoi tu les fais, euh, qui est capable aussi d'écouter ce que tu lui fais comme retour, ce que tu as envie de bosser, que tu lui donnes des idées et qu'il les écoute. Ensuite, tu as parlé d'un kiné. Ben, le kiné, moi, je trouvais important d'avoir un kiné qui est capable d'avoir un certain suivi. Et tu vois, moi, mon kiné, il est souvent en contact avec mon entraîneur maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai une petite douleur, ben, tout de suite, le kiné, il a un message avec l'entraîneur. Mon kiné, il est même en contact avec mon docteur maintenant. Donc, quand j'ai besoin d'une écho, hop, le kiné, il envoie un message au médecin. Euh, Pareil pour la préparation mentale. Moi, mon préparateur mental, ma préparatrice mentale, elle est en contact direct avec mon entraîneur. Donc, Tu peux donner des noms si tu veux, hein. Enfin, tu n'es pas Auré- obligé, mais n'hésite pas, hein. Aurélia, ma préparatrice mentale Aurélia, elle est directement en contact avec Anaël. Et donc, ils ont leur échange aussi à côté et que je ne sais pas. Donc, en fait, c'est un vrai plus. Il y a une espèce ouais, de réseau autour de moi qui discute et qui travaille, on va dire, sur du long terme. Donc, qui ont des visions à long terme, qui, euh, qui veulent bosser en synergie. Et je pense que ça, c'est très, très important aussi. Après, il faut les trouver, ces personnes. C'est des personnes, comme je disais tout à l'heure, en qui il faut avoir confiance. Mais c'est pas facile à faire, mais dès qu'on les a trouvés, c'est quand même un vrai plus, quoi. Tu parles de ton projet justement. C'est quoi le projet Valentin Morlec? Bah, moi, je vais pas vous le cacher, hein, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques. Donc, Paris étant passé, je pense que tout le monde en a pris dans les yeux. Euh, Moi, j'aurai 29 ans et 33 ans en 2028 et 2032. Euh, c'est d'essayer de me qualifier, de participer pour être performant sur ces Jeux Olympiques, quoi, 2028 à Los Angeles et Brisbane 2032. Après, c'est pas chose aisée, c'est un projet, c'est un rêve. Donc, il faut maintenant mettre les choses en place. 4 ans pour préparer, c'est à la fois long et à la fois court. Ça va très vite. C'était déjà 25 ans. La génération d'avant moi, ils sont encore très forts. Ils lâcheront pas leur bout. La génération après moi, ben, ils progressent aussi, hein. On a une jeune génération très talentueuse qui arrive. Donc, il faut se faire sa place maintenant. Et voilà, j'ai 4 ans pour travailler et pour essayer d'aller atteindre ce but-là. Ouais, surtout que les places sont chères, hein. On l'a vu Allez, cette année, même les meilleurs, même les tenanciers, sont pas assurés de rester dans la course, hein. ouais, c'est ça. Il y a 3 places, hein, 3 places pour une multitude de triathlètes. Et puis en France, on a vraiment, vraiment un énorme tissu. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons triathlètes. On a une super formation, comme je disais, parce que notre fédération, je pense qu'elle est très dynamique et très, très compétente. Et ouais, c'est pas chose aisée, mais bon, comme on dit, c'est un rêve, quoi. Donc, à moi d'aller le chercher. Bon, en même temps, on a la chance aussi en France que c'est un petit peu l'antichambre, des plus grandes instances, internationales de triathlon, que ce soit les championnats du monde ou les jeux olympiques. Parce que finalement, le Grand Prix, qui est, Ouais. bah, c'est la course la plus relevée du monde en triathlon. La fédé aide bien aussi pour ça, non? Quand tu parles de course, tu parles de championnat ou Ouais, ouais, de. je parle du Grand Prix, enfin, ça s'appelle Ouais, plus le ouais. Grand Prix maintenant, la 1re division, Et mais d'Astro heu Plus, ouais.
Ouais, où finalement il y a tous les meilleurs mondiaux quasiment qui font partie de clubs français et qui viennent concourir sur le sol, sur notre sol. Ouais, ouais, ouais. Soyons un peu chauvin, mince. Ouais, ouais. On a la chance, ouais, que tous les plus grands triathlètes ont déjà couru sur ce circuit. Actuellement, les plus grands Français, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers, des médaillés olympiques viennent courir pour des clubs français. Je pense que c'est un vrai plus pour donner des vocations aussi aux jeunes, sachant que c'est télévisé par l'équipe, il y a toujours des lives, c'est hyper bien produit. Donc, on a vraiment la chance, ouais, d'avoir comme tu dis, ce retour cette mise en avant du triathlon sur nos télés avec un niveau quand même exceptionnel. Ouais. En parlant performance, ces dernières années, tu as déjà fait quelques podiums à des grands rendez-vous internationaux. Bon, les derniers championnats d'Europe, tu me disais, ça ne s'est pas passé exactement comme tu voulais. Ouais. Allez, on commence par quoi? Allez, on va commencer par le retour des championnats d'Europe. Qu'est-ce que tu en ressors de cette dernière expérience qui a eu lieu il y a 15 jours? Ouais, alors à froid, c'est vrai que je t'avais dit que j'étais un peu déçu de ma course, que j'étais pas venu ici que j'étais pas venu à Vichy pour ce résultat-là. À froid, je dirais que c'est pas une mauvaise course à 100%. Il n'y a pas à tout acheter, on va dire. Euh, voilà, je pense qu'un alors, j'aime pas parler de classement, d'objectif de classement, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il faudra aborder les courses. Mais même dans mon approche, on va dire, de choses à mettre en place, j'ai pas été 100% satisfait de ce que j'ai mis en place. Euh, Ma position sur le départ, tu vois, elle n'était pas forcément la meilleure. En plus, j'étais dans le faux départ, donc j'ai plongé. On a dû refaire un départ à cause de moi, enfin, entre autres à cause de moi. Donc, un petit peu perturbé aussi dans la natation. J'étais dans un côté du ponton où on était une grosse densité de nageurs, donc on s'est un peu nagé dessus. On était dans le côté où il y avait le plus de courant, donc en plus on faisait un peu plus de surplace. Enfin, c'était vraiment une catastrophe cette natation. Ensuite, j'ai fait la course de l'arrière pour remonter sur le premier pack en vélo. Et finalement, moi, qui pensais avoir pris une pénalité à cause de ce faux départ, finalement, je me retrouve dans le premier pack avec les meilleurs à 2 tours de l'arrivée à pied, sans pénalité. Donc, en fait, tout se portait bien finalement. Quand tu penses que tout se passe bien, tout se mal, en fait, tu peux te retrouver devant, tout se passe bien comme prévu. Et en fait, ouais, je me suis fait battre on va dire à la pédale, comme on dit, en course à pied. Donc, je me suis fait distancer à 2 tours de l'arrivée et j'ai fini 13e de ces championnats. Mais j'étais venu pour un top 8 et peut-être que dans ma tête, je m'étais devant la famille, tu sais, devant la famille, je Ouais, savais parce que que c'était. Vichy, c'est pas très loin de Clermont-Ferrand, donc Ouais, j'imagine que toute la voilà. famille s'est déplacée. J'avais beaucoup de famille, il y avait la télé, c'était en France. Je me suis dit, c'est mes petits Jeux Olympiques à moi, donc il faut aller chercher la plus grosse performance. Et je pense que on s'était donné un top 8 comme objectif, et je pense que je m'étais mis beaucoup plus haut dans ma tête, et ça m'a un petit peu sabordé ça m'a un petit peu, voilà, mis le brouillard dans mon esprit. J'ai fait quelques erreurs que j'aurais jamais dû, quoi. Ouais, mais au moins, ça te permet d'apprendre et de rebondir. Tu l'as dit, à froid, 10 jours Voilà, après, tu commences déjà à débriefer ta course. J'imagine que tu l'as fait aussi avec ton staff, mais tu commences à avoir peut-être une vision de ce que tu pourrais améliorer, ou c'est ça. même au niveau prépa mental, parce que tu disais, dans l'eau, tu étais dans le faux départ, tu as dû ruminer, tu as pris Ouais, t'as pris le courant, du ouais. coup, tu- tu- ça travaille dans la tête, et j'imagine que ça aussi, tu prépares avec ta prep mentale, non? Ouais, c'est ça. Je me suis un peu trop focalisé sur l'objectif, comme je disais, sur la place, et non pas sur la tâche à réaliser, en fait. Et quand tu commences à agir comme ça, généralement, ça se passe pas forcément très bien. Il faut rester focus sur les choses à faire. Voilà, tu vois, se changer vite, prendre son hydratation, prendre son gel, partir sur le bon pace en course à pied, etc. Et si tu commences à passer, OK, il faut passer avec les premiers parce que si tu ne suis pas avec eux à l'arrivée, machin, bidule, là, tu commences à faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'avec ma prépa mentale, bah, ces derniers jours, on a plus travaillé sur la déception qui s'en est suivie plutôt que sur ce qui s'est passé sur la course. Alors, on va travailler sur ce qui passé sur la course, mais c'est vrai que c'était mon objectif principal de l'année et j'étais très déçu. Donc, il a fallu un peu rebondir quoi, après la course. Mais ouais, comme tu dis, c'est des choses qu'on travaille après coup avec le staff.
Bon, tu fileras les coordonnées d'Aurélia, je lui enverrai l'épisode. Ouais, ah Comme bah, ça lui fera de quoi débriefer. ouais, c'est Euh, et, clair. et puis, si tu veux un conseil de vieux con que je suis, carpe diem, quoi. Profite de l'instant présent. Ouais, Vis ouais, dans ouais, l'instant présent. Justement, tu merdes en natation, bah, c'est pas grave. Là, tu es sur le vélo, pense au vélo et pense pas à ce que tu as fait en natation ou ce que tu pourrais exactement, faire, quoi. ouais, Petit conseil de mon prêtre mental aussi. exactement. Ah, N'anticipe mais pas la suite. c'est exactement. Ils s'entendraient bien, nos préparateurs mentaux, de toute façon. Ouais, je pense, ouais. Du coup, les prochains objectifs pour toi, parce que le projet Valentin Morlec, évidemment, c'est les Ouais, JO, on a bien compris, et 2 éditions, s'il vous plaît. C'est osé, hein. 29 déjà, c'est pas mal, mais alors 30, 33, c'est. ouais, bah, Pierre Lecor nous a montré qu'à son âge, on pouvait encore progresser. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que j'aurai la même carrière que Pierre, hein. C'est un immense champion, mais voilà, on sait que le triathlon, c'est un sport de maturité. Généralement, on arrive à son top forme aux alentours de 30 ans. On a des contre-exemples, de plus en plus de contre-exemples où le nouveau champion olympique, par exemple, il a à peine 26 ans, mais ouais, c'est un sport à maturité où, via l'expérience, via l'entraînement, on arrive plus fort vers ces eaux-là, quoi, vers 30 ans passés. Ouais, puis en parlant d'expérience, tu es à Saraf, donc moi je pense toujours, on parle de Saraf, je pense à Fred Bellobre, son père, Ouais, 80 piges, il est toujours champion de France de triathlon à son âge, hein. Donc il n'y a ouais, pas d'âge pour continuer et pour progresser et pour performer. exactement, ouais, exactement. Donc du coup, tes prochains objectifs là à court terme, après ces championnats d'Europe à Vichy il y a 10 jours, tu t'alignes sur quoi? Eh ben écoute, ce week-end, je serai sur une Coupe du Monde à Rome, distance sprint. Et ensuite, j'ai une tournée en Asie. Je fais 2 courses en Asie, une en Corée du Sud et une au Japon pour finir ma saison. Fin octobre, début novembre, les 2 courses. Et donc, moi, l'objectif cette année, ça va être sur ces 3 courses, d'avoir un maximum de bonnes courses qui me permettent d'avoir des points et remonter au ranking international. Ça a été un petit peu, outre les championnats d'Europe, ça a été un petit peu mon rôle cette année, c'est-à-dire d'être régulier sur ce circuit Coupe du Monde, de faire un maximum de points et remonter sur ce classement international pour assurer voilà, des dossards et pour assurer des bons classements en fin d'année. Donc cette année, ça a plutôt bien marché. J'ai eu une 5e place à Chengdu, un podium à Tijovaros. Et sur ces 3 dernières courses, voilà, il faudrait qu'il y en ait une ou deux qui soient assez performantes pour m'assurer un très bon ranking dès le début de la saison prochaine. Et un bon ranking dès le début de la saison prochaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars au contact des meilleurs, ça veut dire que, enfin, ça veut dire quoi finalement pour toi? Bah, alors déjà, d'un point de vue fédération, ça assure des coureurs dans le top 60. Donc, une WTCS, par exemple, il y a 60 personnes, 55, 60 personnes qui prennent le départ. Donc, si tu es dans ces 60 personnes, bah, ça te permet d'être sur le départ ou alors de pouvoir permettre à un athlète qui n'est pas dans le top 60 d'être substitué avec toi et donc de rentrer sur ce départ à ta place. Donc, pour la fédération, c'est vraiment un avantage d'avoir le plus de Français possible au plus proche des premières places du ranking parce que, comme je t'ai dit, d'une part, ça représente aussi le bon fonctionnement d'une fédé, ça permet une belle vitrine du triathlon mondial, et puis dans un souci de dossard, de place au départ, c'est toujours intéressant d'avoir le plus de personnes le mieux ranké possible, quoi. Donc, et puis pour moi, plus tu es mieux classé, plus tu montres une certaine régularité à haut niveau. Et donc, plus tu auras ta chance d'avoir des départs aussi sur le circuit ultime, WTCS avec les meilleurs, quoi. Ouais, et plus éventuellement, tu marques des points aussi pour la prochaine Olympiade en Exact- montrant au DTN que bah, tu peux faire le job, quoi. Exactement. Donc là, je suis sur le circuit World Cup, juste en dessous. Mais si tu commences à avoir des bons résultats sur le World Cup, tu peux accéder après au, au niveau supérieur WTCS. Donc voilà. Mon but maintenant, c'est d'être suffisamment régulier avec des bons résultats sur ce circuit World Cup pour aller toquer maintenant au DTN, et à l'entraîneur national et regarde mes résultats. Est-ce que je peux avoir mon départ sur WTCS et finalement rentrer après dans ce rouage de, de course WTCS, faire mes points sur WTCS et puis après, voilà, tout ce qui s'ensuit, les qualifs olympiques, etc. etc.
Ça me fait penser qu'il faudrait qu'on fasse un épisode spécial justement pour dégrossir un petit peu tout ça, parce qu'il y a World Cup, il y a WTCS, il y a tous les nouveaux formats qui commencent à arriver. D'ailleurs, samedi prochain à Toulouse, là où j'habite, il y aura la Super League. Enfin, il y a Ouais, pas mal de formats qui existent et parfois ça peut paraître un peu nébuleux pour les auditeurs ouais, je et pour comprends. les fans de triathlon. Donc, il faudrait qu'on fasse un épisode spécial là-dessus. Ça me fait. Alors, il y Merci. a des personnes beaucoup plus compétentes qui pourront tout expliquer bien mieux que moi. Je pourrais te les donner en off, mais ouais, c'est souvent compliqué, ouais, le triathlon entre le long distance, le court distance, les circuits privés comme le Super Tri, c'est c'est très complexe quand même comme milieu, mais chacun peut y trouver son, ses courses à lui, quoi. Bon, je prendrai les contacts avec plaisir. D'ailleurs, tu dis que c'est complexe, on en est bien conscient. Ça représente quoi l'agenda, le calendrier annuel d'un triathlète comme toi qui essaye de monter au ranking mondial pour pouvoir avoir sa place en WTCS? C'est combien de courses par semaine, par mois, par an, si tu as déjà fait le détail? Alors, par semaine, par an, ça va être une dizaine de courses seulement entre World Cup, Grand Prix, championnat. Et puis après, je dirais qu'il y a d'autres triathlètes un peu plus, on va dire un peu plus développés, comme les Léo, les Dorian et tout, qui vont en plus rajouter de la Super League là-dessus, sur des formats beaucoup plus courts, donc c'est un peu plus facile à récupérer, mais avec des voyages aussi en conséquence en Amérique, en Asie, etc. Donc, ça peut être une dizaine de courses. Enfin, pour ma part, ça va être une dizaine de courses. Pas plus, mais pas moins, parce que il y a toujours un petit peu de déchets aussi dans ce que tu fais. Donc, il faut avoir assez de courses pour finalement prendre les points que tu voulais au début de l'année, mais pas trop, parce que à force de voyager, à force voilà, d'affûter, courir, récupérer, tu t'entraînes plus. Donc, en fait, il faut des périodes où tu t'entraînes, des périodes où tu cours, des périodes où tu vas récupérer, repartir au combat après, entraînement, course, et tu arrives à en caler une dizaine, ouais. Entre Et, sprint, CD, Asie, Europe, parfois, ça peut faire plus, ça peut faire moins. C'est le jeu après de la balance, comment tu gères ta forme, quoi. Mais ouais, et cette dizaine de courses, elle est allée entre avril ouais, et fin ouais, octobre, quoi. ça peut même commencer en mars et ça finit début novembre, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est des Avec, saisons bien chargées, ouais, quoi. on va dire que ça, en plus, c'est des doubles saisons parce qu'en fait, moi, je fais une première partie mars, juillet. Je refais un gros bloc d'entraînement en mois d'août et je repars sur une deuxième partie de saison, en fait. Parce que sinon, tu n'y arrives pas, quoi. Si tu fais que t'entraîner l'hiver et que tu dois courir de mars à novembre sans plus jamais remettre de gros blocs d'entraînement, tu arrives en bout de course en fin d'année, hein. Tu es obligé de remettre un coup d'entraînement au bout d'un moment. Bon, sympa, ça raf au mois d'août pour s'entraîner. Au moins, tu t'acclimates à la chaleur. Ouais, bah écoute, bizarrement, je me suis jamais réellement entraîné au mois d'août à Saint-Raphaël. Je pars toujours en stage à Fort-Romeu. D'une part parce que, comme tu dis, il fait très chaud et parfois pour s'entraîner, c'est pas facile. Et, et aussi parce que la Côte d'Azur, il y a énormément, énormément de touristes, énormément de monde. Donc je fuis un petit peu Saint-Raphaël et le sud de la France et je vais, euh, je vais m'hiberner en montagne à Fort-Romeu, quoi. Ouais, tu vas où? Tu vas au CNEA, au Centre national Ouais, d'entraînement en c'est altitude? NEA, parce qu'en plus, je prends une chambre en hypoxie pour un peu plus booster les effets de l'altitude. Donc, CNEA, il y a tout ce qu'il faut. L'air de la montagne, je l'aime bien. L'été, il fait bon. Il fait très beau en plus. Cette année, on a rarement eu de la pluie et il fait très, très bon en température aussi. Donc, très peu de monde sur les routes. Il y a tout ce qu'il faut. L'été, ça nous permet de s'entraîner ailleurs en plus. Donc, c'est tout bénef. Ouais, et pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller faire un tour. Déjà, si vous voulez vous organiser un stage, c'est tout à fait possible. Ça coûte Ouais, pas les 1000 et des cents. Et puis, il y a toute l'infrastructure qui va bien. Ce qui est sympa, c'est d'y aller à plusieurs, éventuellement aussi avec une personne pour vous encadrer, un coach, voire ouais. du personnel médical ou paramédical. Et puis, franchement, sur place, moi, j'y avais fait un stage. Ça remonte déjà à quelques années, hein, je suis vieux, mais, mais franchement, c'est que du bonheur. Donc, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour du côté du CNEA de Font-Romeu. Euh, Valentin, on avance, mais mine de rien, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ta. Même si tu viens d'un monde du triathlon, de par tes parents et autres, j'aurais voulu comprendre aussi cette entrée dans le monde du triathlon, cette progression vers le métier de triathlète professionnel. Tu as dit que tu as fait 2 ans d'études. Est-ce que tu as fait un trait sur les études? Est-ce que tu as prévu de continuer? Enfin, voilà, qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe pour devenir triathlète pro.
Ouais, alors moi, mes études, j'ai fait des études de STAPS, d'entraînement sportif, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, j'ai énormément d'entraînement. J'avais fait 2 études à Clermont et puis je les avais continuées à Saint-Raphaël quand même, j'avais fini ma licence. J'avais voulu continuer là, sur le master, mais avec cette vie triathlète, avec ces nombreuses heures d'entraînement, et je devais de Saint-Raphaël aller à la fac de Nice. Et c'était quand même beaucoup moins pratique de prendre le train le matin, de Ah, tu faire prends que un des vélo, ça demi-journées. fait un entraînement, tu déconnes. Ouais, ouais, après faire Tu deux, laisses le contre-la-montre devant la fac, c'est sympa, non? faire 100, 200 bornes tous les jours, j'aurais pas tenu le rythme, je pense. Mais ouais, ouais, c'est vrai que le master, j'aurais bien voulu le finir. Après, rien m'empêche de le reprendre aussi par la suite. Mais, euh, mais ouais, ouais, j'avais pas totalement lâché les études, quoi. J'avais quand même assuré une licence. Ok. Et du coup, comment tu rentres dans ce monde véritablement du triathlon professionnel? Donc, tu as été biberonné au triathlon, hein, je pense que tu Ouais, savais nager et rouler avant même de savoir marcher. ouais. Mais comment, progressivement, finalement, l'idée fait son chemin et puis tu avances là-dedans? Bah écoute, c'est une très bonne question parce que je me rappelle pas non plus d'avoir du jour au lendemain de m'être dit ok, on rentre dans ce projet-là. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été biberonné comme tu dis. Je me suis vu progresser petit à petit sur les résultats. Je suivais mon père et les équipes de D1 de duathlon ou les jeunes qui l'emmenaient sur les championnats de France quand j'étais tout jeune. Donc, j'avais les yeux vraiment écarquillés quand je voyais tous ces cadets juniors faire des bons résultats. Et, euh, et voilà, j'ai des Vincent Louis quand j'étais jeune, où mon père me disait, voilà, Vincent, il est junior, il est champion du monde junior, machin. J'étais émerveillé, quoi. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait de vouloir devenir un peu comme eux. Donc, mais je me rappelle pas forcément, tu vois, le moment où je me suis dit, tiens, je veux devenir professionnel, quoi. C'est arrivé un petit peu par hasard. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que même à l'heure actuelle, je me considère pas non plus totalement comme professionnel. Enfin, c'est très bizarre, en fait. Enfin, je vis de ça, mais pas totalement, parce que enfin, s'il n'y avait pas la police nationale, en fait, le triathlon, j'en vivrais pas forcément. C'est pas un sport professionnel. Il y a pas un club qui me donne un salaire pour courir. Il y a pas, je gagne pas de l'argent sur toutes les courses. Donc, c'est très bizarre comme ressenti, en fait. Je laisse un peu de blanc exprès pour Ouais, que, ouais, pour que les gens réfléchissent justement à ce que tu viens de dire, puis notamment les plus jeunes qui nous écoutent, ou les parents des plus jeunes qui nous écoutent. ouais. Euh, Tout à l'heure, on évoquait rapidement le monde assez complexe de ces compétitions en triathlon. Là, tu es concentré sur du sprint et du court distance, Ouais. distance olympique, avec un objectif au plus tard en 2033. Est-ce que le moyen, voire le long, te fait de l'œil? Est-ce que c'est des choses qui t'attirent ou pour l'instant, ça reste un peu loin, mais tu regardes pas trop? Ouais, alors je sépare moyen et long. Donc, c'est quand tu parles moyen, tu parles de 73, j'imagine, de Ouais, half. voilà, de Alpha De Ironman. half. Donc, le longue distance, pour l'instant, c'est pas un projet. Enfin, en tout cas, j'en ferai un dans ma vie pour dire que j'en fais un. J'en ai fait un, tu vois, mais j'aurais aucune volonté de performance, tu vois, enfin, si, je voudrais aller le plus possible pour le faire ou le finir, mais je compte pas battre des records ni rien. Le half, je vois un autre intérêt, même pour du court distance, tu vois. J'aimerais bien en inclure un dans les années futures, au sein même d'une préparation, euh, en début d'année ou en fin d'année. Plutôt en début parce que ça apporte énormément de choses au niveau musculaire, au niveau physio, au niveau même nutritionnel, tu vois, c'est quand même 2 fois, pratiquement 2 fois, voire plus de 2 fois le CD. Donc, tu travailles ta position aéro sur un chrono, tu travailles ta nutrition, quel gel, il y a énormément de choses qui peuvent servir aux courtes distances. Donc, c'est euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, ouais, très, très prochainement, dans un futur très prochain. Après, Bon, c'est bah, pareil, il faut l'inclure dans sa préparation. Il faut savoir récupérer de cet effort-là qui est quand même assez violent. C'est moins violent qu'un CD, mais musculairement, c'est très impactant. Et ça peut t'aider sur ta saison comme te détruire toute ta saison, hein. Il faut vraiment bien le gérer, quoi, cet objectif. Et donc, dans un sens, le longue distance, on va dire que c'est oui, mais pour m'amuser, pour finir. Et le half, c'est oui, mais parce qu'il y a un intérêt. Sinon, ce serait pas forcément, tu vois, ça me fait pas vibrer, quoi. C'est pas, j'aime regarder les résultats des autres, mais
je me lève pas le matin en me disant je vais faire une carrière dans le 73, quoi. Bon, on en reparlera une fois que tu auras fait ton premier. Ouais, C'est c'est deux ça. mondes, c'est deux disciplines complètement différentes, hein, voire même trois, hein. Moi, je dirais qu'il y a le sprint et le court distance. Et puis après, il y a Il y a le le half moyenne distance. Et puis après, il et y a il y le a le. long, quoi. Ouais, ouais, c'est trois. Ouais, ouais. Tu peux faire le. Tu peux faire le. Enfin, moi, j'aime bien le 73, je le trouve très intéressant parce qu'il fait finalement l'arbitre entre le longue distance, des mecs de longue distance qui descendent et les mecs de sprint CD qui montent. Et Ouais. ça amène parfois à des super duels, hein. Donc, enfin, duels de beaux affrontements, quoi. Et parfois, bah, tu te dis, tiens, je pensais pas que ce mec de long, il courait plus vite sur une distance plus courte qu'un mec de court. Enfin, c'est très intéressant, ouais. Non, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a pas mal de choses à transférer de l'un à Ouais, l'autre, notamment sur la partie endurance. Mais effectivement, si tu veux faire une carrière en courte distance, c'est peut-être pas l'objectif principal à mettre sur une saison. ouais, Mais un petit half en début de saison pour, après avoir travaillé tout l'hiver plutôt sur de l'endurance, sur des filières longues, ça peut avoir un certain intérêt. Puis ouais. tu regardes le dernier champion olympique, pas si mauvais sur du long, hein. Alors, Alexander Lee, tu parles de Christian? Ouais, Ouais, Christian, ouais. Christian, c'est un extraterrestre. Lui, il est capable de. Il était aux Jeux Olympiques en août. Là, il va faire les championnats du monde à Kona d'Iron. Lui, il arrive à faire le yo-yo, mais je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ça dans une saison. Sinon, comme tu l'as dit, c'est des disciplines totalement différentes et qui nécessitent des préparations totalement différentes. Mais ouais, Christian, pour moi, c'est un extraterrestre. bon, en même temps, on se dit que dans le triathlon, tu vois, il y a de quoi faire de vieux os, hein. On peut commencer à 5 ans et puis finir à 70 Ouais, encore ouais. sur du long. En ayant ouais, touché à tout le panel des distances. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est clair. Euh, Écoute, super sympa cet échange. Je terminerai avec une question qui est un peu la question signature du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Toi, Valentin Morlec, comment tu répondrais à cette question? Comment devenir triathlète? Euh, Ben, ça va reprendre à peu près tout ce qu'on a dit depuis le début. Je pense qu'il faut le faire déjà pour s'amuser, comme je l'ai fait. Moi, au début, c'était un amusement, hein. J'ai regardé des triathlètes faire du triathlon. J'en ai pris plein les yeux. Ça m'a donné envie d'en faire. Euh, Même si j'ai eu des mauvais résultats et je me suis accroché parce que j'aimais ça. Donc, il faut vraiment aimer ça et il ne faut pas avoir envie forcément faut pas avoir comme moteur l'argent parce que le triathlon, ça reste du triathlon. Il n'y a pas non plus des. Tu dis qu'on ne peut pas parler de foot, mais désolé, je vais devoir en parler. On ne gagnera jamais ce que gagne un footballeur en faisant du triathlon. Donc, si on n'aime pas un minimum le triathlon, on ne peut pas faire du triathlon, quoi. Et donc, devenir triathlète, il faut vraiment avoir une envie voilà, d'amusement parce que trois sports, il faut s'entraîner tous les jours, pratiquement tous les jours. Voilà, c'est un sport extérieur, donc où tu peux quand même faire du home trainer et tout, mais il faut quand même aller dehors. Donc, il faut vraiment aimer aussi l'aspect nature, être dehors, s'entraîner le dimanche. Ouais, je pense que c'est vraiment la passion qui doit animer celui qui veut faire du triathlon, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, s'entraîner le dimanche, comment est-ce que tu gères, toi, pour t'entraîner quasiment tous les jours avec ta conjointe? Comment vous gérez ça? Bah écoute, moi c'est simple, déjà, j'ai pas de conjointe. Bon, ok. Ça va, ça va plus vite. Et non, bah après, moi, je me suis toujours dit, tu fais du triathlon, ça sera jamais aussi dur qu'un quelqu'un qui va à l'usine tu vois, la semaine à 6 heures du mat. Euh, donc, ta sortie longue le dimanche, en fait, mec, prends du plaisir, en fait. Et quand j'y vais, je prends du plaisir parce que je fais du triathlon, je fais ce que j'aime. Je me lève, je peux aller rouler dehors. Je fais ce que j'aime en fait. Et je me dis, ce sera jamais aussi dur que les gens qui n'aiment pas leur travail et qui y vont quand même. Et donc en fait, travailler le dimanche, c'est pas un souci. Bah écoute, merci beaucoup, Valentin. Bah, merci Euh, à toi de m'avoir accueilli, hein. C'est mon premier podcast. J'espère que j'ai été bon. T'as été bon, t'as été bon. Et puis on fera valider ça on fera valider l'épreuve Anaël Aubry. Ouais. Pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre? Euh, c'est compliqué comme question. Non, tu as posé vraiment des questions pertinentes en plus. Euh, Bah, si demain devait tout s'arrêter, par exemple,
demain, il y a quelqu'un qui me dit: «Valentin, tu peux plus faire de triathlon. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie?» Ouais, demain, une blessure. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bah, c'est une très bonne question, tu vois? Et c'est vrai que j'ai à moitié répondu tout à l'heure avec la police et cetera, mais j'ai eu la chance, en fait, je pense dans mon évolution de toujours avoir eu des personnes qui me rappelaient à l'ordre sur le fait qu'une carrière, c'est court, ça dure pas éternellement. Il faut toujours penser à des plans B. C'est pour ça que j'ai fini ma licence. C'est pour ça que, hem je me suis toujours, même moi, posé des questions, «Valentin, demain, tout s'arrête, tu fais quoi?» Ou «Ça marche pas», tu vois? C'est pas forcément une blessure, c'est: «Valentin, tu es pas au niveau que tu veux. Tu n'accéderas jamais aux Jeux olympiques, heu, tu n'as plus ta place sur les circuits coupe du monde et tout. Qu'est-ce que tu fais, en fait?» Et bah, c'est vrai, je reprendrai, je pense, une vie normale, en fait, une vie de j'irai me former dans un métier, qui me plaît, j'avais parlé des métiers de la police et puis je ferai, une vie normale et puis j'aurais vécu cette petite parenthèse de sport, qui m'a fait voyager, quoi. Ça, Qui m'a c'est fait vas-y, vas-y. qui m'a fait voyager, découvrir des cultures, des métiers et j'aurais quand même des choses à raconter, plus tard à mes enfants, quoi. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que, moi, je me bats, encore une fois, pour démontrer que la vie de sportif de haut niveau, oui, c'est du kiff. Oui, tu t'adonnes à ta passion. Oui, tu t'éclates. Oui, tu fais un métier que tu aimes, mais ça reste une vie normale. Et Ouais, toi, ouais. pour toi, c'est un peu être, un extra normal d'être, triathlète professionnel? J'allais rajouter, quelque chose, c'est que, finalement, il y a même des périodes où tu voyages beaucoup et la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'être à la maison et de faire autre chose, quoi. La vie d'hôtel, tu te lèves tôt, tu prends une navette, tu manges qu'à l'aéroport et tout et en fait, au bout d'un moment, même la vie de triathlète qui est censée être rêvée parce que tu voyages et tout, bah, tu as envie juste d'être chez toi, quoi, avec tes proches. Finalement, on en revient tous là à la fin, quoi. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, hein, le maître mot, je crois que c'est kiffer. Donc, on retiendra ça pour, cet Ouais, épisode. ouais, c'est ça. Kiffer. Super, merci beaucoup Valentin. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut, engager la conversation avec toi, si on veut te suivre, si on veut t'encourager pour les prochaines compétitions Et et puis, si on veut ben, suivre ton projet olympique sur les 4 prochaines années? je suis, alors le niveau contenu, ça va être sur, Instagram. Je mets la plupart du temps du contenu sur Insta, Facebook, tu sais les classiques quoi, des photos avec des résultats, j'indique où je vais courir et cetera ou sinon LinkedIn aussi, et puis j'ai pas forcément de blog ni rien, c'est plutôt Instagram que je gère. Ça marche. Écoute, merci encore. On te souhaite une bonne continuation et puis, à très bientôt. Bah, merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt tout le monde. Ciao. Yeah.